Alors, qu'est-ce que c'est que les antibiotiques? Eh bien, pour la plupart des antibiotiques, ce sont des protéines très bizarres qu'on appelle des peptides non ribosomaux. Pour revenir un peu à la manière dont fonctionne la vie fonctionne avec un message, un code, une écriture qui est l'ADN. Avec 4 bases, l'ADN. Cet ADN, pour pouvoir être transformé en quelque chose d'efficace, doit être transcrit en ARN. Donc l'ARN est la copie de l'ADN avec une des bases qui change. Une des 4 bases n'est pas la même, c'est son équivalent. Cet ARN va dans les cellules, dans quelque chose qui s'appelle le ribosome, et ce ribosome traduit, donc on transcrit l'ADN en ARN, et ensuite l'ARN est traduit en protéines. Et le ribosome a une particularité, c'est qu'il marche très très bien, très très efficace, mais il n'est capable d'assembler les briques de protéines qui sont les acides aminés. Il ne peut en utiliser qu'une vingtaine. Il peut pas utiliser, mais il y a plein d'autres acides aminés, centaines d'acides aminés. Et donc lui, il est très efficace. Moi, je suppose que c'est la raison pour laquelle la plupart des êtres vivants ont comme système de traduction le ribosome, c'est parce que c'est une invention extraordinaire. Il y a entre 30 et 35, en fonction des organismes, petites protéines qui se rassemblent, qui font quelque chose, qui ont 2 têtes comme ça, et l'ARN passe au milieu. L'ARN messager, c'est-à-dire ce qui donne le message depuis l'ADN jusqu'au ribosome, qui va être traduit en protéines. Mais ce qui est extraordinaire avec les peptides non ribosomaux, alors c'était une étape des années 50, début des années 60, on avait clarifié, c'était le grand dogme central de la biologie. D'ailleurs, c'est frappant, il y a des gens, y compris des gens qui expliquent la science, qui croient que c'est toujours vrai, c'est-à-dire ils disent c'est un aller simple qui fait qu'on va de l'ADN à l'ARN, et l'ARN au peptide. Non, maintenant, bien sûr, on sait depuis longtemps, ça a été très, très difficile de convaincre les gens, mais enfin, on peut passer de l'ARN à l'ADN. D'abord, si virus comme le sida, les rétrovirus par définition, ça s'appelle rétrovirus, c'est parce qu'ils vont à rétro de ce que l'on pensait. Mais on sait même que dans les cellules humaines, on peut intégrer de l'ARN, le transformer en ADN et l'intégrer dans le génome. Ce qui a été un des grands débats là, aux infections ARN ou des vaccins ARN. C'est une question est de savoir jusqu'à quel point c'est fréquent, qu'est-ce qu'on peut intégrer. On sait que les outils qui permettent de faire ça sont essentiellement dans les cellules du cerveau. Donc on peut intégrer de l'ARN. Toujours est-il que ce système de ribosome n'est pas unique. Parce que quand on analyse ce que sont les antibiotiques, on voit que les antibiotiques sont comme des protéines, mais qu'ils utilisent des acides aminés qui ne sont pas ce que nous on appelle canoniques, c'est-à-dire qui ne sont pas les acides aminés du ribosome. Ça veut dire qu'il existe des protéines qui ne sont pas faites par le ribosome. C'est ce qu'on appelle les non-ribosomales peptides. Et ça veut dire qu'il y a un gène qui s'appelle le non-ribosomal peptide synthétase, c'est-à-dire qu'est-ce qui synthétise ça, qui est dans un certain nombre d'organismes qui sont capables de prendre, à la différence du ribosome, qui sont capables de prendre des acides aminés, non seulement qu'on trouve dans le ribosome, mais d'autres acides aminés qui ne peuvent pas être utilisés par le ribosome. Moi, j'ai mon opinion sur la manière dont les choses sont passées. Je pense que au début du mode du vivant, qui a très certainement, enfin, tout le monde pense ça. Les gens changeront peut-être d'opinion. On va commencer probablement par de l'ARN, si vous voulez. Il y a eu plusieurs systèmes de traduction en place. Donc, le système de traduction en place, qui est le ribosome, ne peut pas être un système précoce parce qu'il est trop complexe. Il y a, encore une fois, 32 protéines qui s'assemblent d'une certaine manière et qui vont traduire de l'ARN. C'est très compliqué. Donc il est vraisemblable qu'il y ait eu d'autres systèmes primitifs de protéines qui traduisaient l'ARN, mais qui ont disparu au fur et à mesure du temps, probablement pour des raisons d'efficacité. Et parmi les seuls qui aient survécu, il y a ces systèmes de synthétiseurs de peptides non ribosomaux, qui sont probablement très archaïques et probablement
qui sont un reliquat de la vie avant le ribosome. Et c'est pratique parce que, bien entendu, si le ribosome synthétise lui-même des protéines qui le tuent, ça ne peut pas marcher. Donc ça doit être des choses qui ne sont pas faites directement dans le ribosome et qui n'attaquent pas directement le ribosome. Et c'est très intéressant parce que beaucoup des antibiotiques que nous connaissons sont des antibiotiques qui inhibent le ribosome, qui empêchent le ribosome de travailler. Et donc on comprend bien que ça doit être difficile pour un ribosome de sécréter là aussi son propre poison. Donc ça a été fait au départ par des microbes qui n'avaient pas le même ribosome que les bactéries. D'accord ? Donc c'est pour ça que c'est des protéines non ribosomales. C'est ça les antibiotiques en grande partie. Très bien. Ensuite, si on regarde, dans les antibiotiques, nous, on a une vision réductrice des antibiotiques, mais il y a des antibiotiques encore qui sont inconnus, et puis qui sont inconnus, pourquoi ? Parce que c'est les hommes qui baptisent toutes les choses. Et donc quand ils ont donné un nom, en plus, c'est incroyablement difficile d'en sortir. Parce que, à partir du moment où vous avez nommé les choses, vous les rendez prisonnières d'un concept, et on n'arrive plus à sortir de ce concept. Donc j'en ai parlé à propos des bêta-lactamases. Vous voyez, quand on a appelé bêta-lactamase, ça veut dire que pendant 30 ans, 40 ans, on s'est empêché de voir que les mêmes enzymes avaient d'autres activités, vous voyez, sur l'ARN, sur l'ADN, tout ça parce qu'on avait appelé ça. Et les noms rendent les choses prisonnières. C'est pas étonnant d'ailleurs que ce soit un Français qui raconte ça, parce que vous savez bien que la révolution de ce qu'on a appelé le politiquement correct, c'est en réalité une révolution de la French Theory qui a été expliquée par Deleuze, qui a dit qu'il fallait faire très attention parce que les mots rendaient les choses prisonnières. Et que donc, de temps en temps, il faut oublier un mot ou chasser parce qu'on n'arrive pas, ça n'est pas tellement ce qu'il dit, c'est qu'on n'arrive pas à le détacher de son sens, du sens pour lequel il a été utilisé. Par exemple, si vous regardez étymologiquement, il n'y a pas de différence entre nègre et noir. Ça veut dire la même chose, ça vient du même terme latin, qui est Niger, qui veut dire noir. D'accord ? Mais comme nègre a été utilisé d'une manière qui a été péjorative pendant plusieurs siècles, on ne peut plus utiliser ce terme qui a été remplacé par noir, et puis après par homme de couleur, et puis après aux États-Unis par African American, et puis après maintenant ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas que les Africains américains qui étaient foncés. Donc ces noms changent parce que quand ils finissent par recouvrir un concept qui est dépassé ou qui n'est plus réaliste ou qui n'est... Eh bien, il faut changer. On n'a pas d'autre solution que de changer le nom, en réalité. Donc, il faut se méfier. Donc, quand on a qualifié quelque chose, eh bien, c'est très difficile de sortir de cette qualification pour dire, mais attendez, ça a d'autres activités. Alors, un très bon exemple, c'est le glyphosate. Alors, je ne m'étais pas encore fâché avec les gens qui font les herbicides et les OGM. Alors, comme ça va venir. Le glyphosate... Parce que alors, le glyphosate, c'est un gros machin. Le glyphosate, ce qui est très intéressant avec le glyphosate, donc c'est un herbicide. Mais c'est un herbicide qui est en réalité extrait d'une bactérie et qui a une activité antibiotique considérable. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Monsanto. Monsanto a déposé un brevet, avant d'être racheté par Bayer, sur l'activité antibiotique du glyphosate. Et donc, vous voyez, sur cette image, je peux vous montrer l'activité antibiotique du glyphosate. Donc, vous voyez, ça c'est du glyphosate. On a fait une gélose progressive dans laquelle, sur le côté gauche, c'est là où il y a très très peu de glyphosate, et sur le côté droit, là où il y a beaucoup de glyphosate. Et on voit tout de suite que les microbes n'ont pas tous la même sensibilité à ce glyphosate. Et en particulier, ce qui est très intéressant, c'est que les microbes émergents, résistants, eh bien, ce sont ceux qui résistent le mieux au glyphosate. Et alors, comme pression de sélection d'origine humaine, le glyphosate, c'est le numéro 1 au monde. Parce que là, on parle de dizaines de milliers de tonnes. Ce n'est pas la prescription des médecins généralistes, là, c'est autre chose. Il y en a partout, dans la terre, dans l'eau, partout, partout, partout. Et une des raisons pour lesquelles il y en a tellement, c'est que le glyphosate est l'outil qui a été utilisé pour faire des OGM végétaux. Quand vous voulez faire un OGM végétal, vous pouvez lui rajouter une chose ou l'autre, mais si vous voulez empêcher la concurrence, puisqu'ils sont aussi, c'est la guerre, les végétaux, tout le monde est en guerre,
vous voulez empêcher la concurrence avec les autres végétaux. Vous allez mettre le glyphosate, qui est un herbicide extraordinaire, vous allez mettre le glyphosate dans les OGM. Ah, mais vous ne pouvez pas faire ça, sinon vous allez tuer les OGM. Alors, mais mettez le contre-poison aussi. Il faut bien clarifier dans sa tête cette histoire de poison contre poison. Donc, dans les OGM, vous mettez l'anti-glyphosate, d'accord, que vous connaissez, et donc il est plus sensible au glyphosate. Et donc, quand vous allez arroser de glyphosate, l'OGM avec qui vous avez greffé l'anti-glyphosate ne va pas mourir, mais tout le reste va mourir. Et donc, si vous imaginez les doses qu'il faut pour faire du riz OGM, ce qu'il faut mettre dans les rizières pour empêcher les concurrents, vous voyez que ce n'est pas le traitement de l'angine, ça. Hein. C'est des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et donc, le glyphosate est extrêmement utilisé dans toute la zone intertropicale. Et donc, le rôle de l'émergence de ces bactéries qui résistent au glyphosate et qui sont résistantes est peut-être lié à ça. C'est pas du tout invraisemblable. Alors, c'est très compliqué parce que de connaître exactement la consommation de glyphosate dans les différents pays est compliqué. On sait que c'est des dizaines de milliers de tonnes, mais on n'a pas réussi à regarder pour l'instant, à faire une corrélation particulière. Mais je vous ai dit, vous voyez, la New Delhi métallobêta-lactamase, qui a été la première enzyme qui détruisait l'imipédème, venait d'Inde. Comment elle a été sélectionnée ? Eh bien, c'est parce que ce qui nous a amené à regarder ça, c'est toujours ce système toxine-antitoxine, c'est que les bactéries qui font l'imipédème, parmi lesquelles il y a des bactéries qui sont résistantes au glyphosate, ont leur propre antitoxine. Elles ont leur bêta-lactamase à elles. D'accord ? Et donc, c'est une bactérie qui sécrète le poison et l'antipoison pour elle. D'accord ? Donc, quand vous produisez le poison sort, l'antipoison reste dedans pour la protéger elle, et donc, elle vous sécrète le poison, garde l'antipoison, mais l'antipoison existe déjà. Donc, ce ne sera pas compliqué de sélectionner l'antipoison et de le transférer à une autre bactérie. C'est juste une question de temps. Le gène existe. Il existe depuis que l'imipédème existe. Il contenait, dans ce qu'on appelle un opéron, c'est-à-dire plusieurs gènes à côté les uns des autres, il contenait l'antipoison qui est la bêta-lactamase anti-imipédème. Il y a d'autres herbicides qui donnent la même activité antibiotique. Hein, ça a été publié. Tout ce que je vous dis, c'est des choses qui sont publiées. Hein, en particulier, incluant le glyphosate, en plus, qui entraîne le glyphosate à un effet mutagène. C'est-à-dire que la fréquence des mutations est plus grande si vous mettez du glyphosate ou pas, et que donc, il y a un papier qui a montré ça, c'est que l'exposition au glyphosate favorisait les mutations de résistance aux antibiotiques. Donc, il est vraisemblable que la plus grande pression de sélection des antibiotiques, le plus gros problème que nous ayons avec les antibiotiques, c'est, enfin, si vous voulez jouer contre ça, vous ne pouvez pas gagner, parce que la puissance, vous remettez en cause tout l'usage des OGM, et donc c'est une question qui est pas très simple. Mais il y a d'autres antibiotiques dont on n'avait pas ou testé ou on a oublié leur efficacité. Vous voyez, les gens sont tous très irrités par la résistance aux antibiotiques. Si vous voulez des bactéries gram-négatives, dans Escherichia coli, eh bien, il y a un des produits qui a été le plus utilisé en thérapeutique humaine, qui est l'AZT, l'azidovudine, qui était le médicament donné à des dizaines, des centaines de millions dans le monde au début du traitement du sida. Puis c'est un traitement qui marche très très bien sur Escherichia coli, c'est un antibiotique. Donc on pourrait très bien le recycler, si ça rapportait de l'argent, on pourrait le recycler comme antibiotique demain. On connaît sa toxicité, alors peut-être qu'on ferait comme la chloroquine, on inventerait que on pouvait donner ça à des gens qui étaient HIV positifs, mais on ne peut pas donner ça à des gens qui ont une infection urinaire. On peut inventer n'importe quoi, peut-être ça donne des arrêts cardiaques aux gens qui ont une infection urinaire. Vous voyez, ça offrait une deuxième succès de l'hydroxychloroquine, ça serait assez spectaculaire. Donc, c'est intéressant. Donc, simplement à condition de ne pas être bloqué, d'aller chercher, vous vous rendez compte, enfin, les herbicides, personne ne parle de ça. Les herbicides, c'est les antibiotiques les plus prescrits au monde, qui entraînent non seulement une sélection bactérienne, un changement d'écosystème profond, et donc ça veut dire à chaque fois que vous utilisez ça dans la terre, vous changez l'écosystème. C'est-à-dire vous changez les bactéries qui sont dans la terre, parce que ça tue une partie des bactéries. Ça ne tue pas que les herbes, hein. Donc ça tue une partie des bactéries. Donc, et maintenant qu'on commence à connaître les relations entre le microbiote et les plantes,
on se rend compte que, attendez, il ne faut peut-être pas faire ça. En particulier, il y a des gens qui ont montré qu'il y avait des plantes, alors il y a des plantes vignes qui sont comme ça, qui sont naturellement résistants à un certain nombre de maladies bactériennes des vignes. Et ils se sont rendus compte que si on transplantait la terre qu'il y avait autour de ça, donc avec son microbiote, dans un autre endroit et qu'on plantait une vigne, eh bien, la vigne devenait résistante parce qu'elle a les antibiotiques qui sont sécrétés par les microbes qui sont autour, les antibiotiques ou d'autres molécules. Donc le microbiote joue un rôle, bien sûr, dans la protection, comme il joue un rôle chez nous, microbiote, vous avez beaucoup moins de risques d'attraper une infection digestive, par exemple, si vous avez un microbiote intact, que s'il n'y avait pas un microbiote intact. Donc c'est ce qu'on voit avec les colites, avec l'oxygène difficile, chez les gens qui ont reçu des antibiotiques. Donc s'ils n'ont pas reçu l'antibiotique, ils font pas de colite. Mais vous pouvez leur mettre le microbe, ça ne fait rien. C'est contre Pasteur, ça c'est l'hypothèse Metchnikoff. Metchnikoff disait c'est l'hôte qui fait tout, Pasteur disait c'est le microbe qui fait tout. Quels sont maintenant les antibiotiques critiques sur lesquels il faut essayer de regarder qu'est-ce qui pose problème dans la thérapeutique humaine pour rejoindre des explications dans la crise actuelle. Alors, qu'est-ce qui est utilisé? Les bêta-lactamines, j'en parlais avec les bêta-lactamases, qui sont les armes utilisées contre les bêta-lactamines. En particulier maintenant, c'est moins la pénicilline que l'ampicilline. Les céphalosporines, mais je vous ai dit, pénicilline, céphalosporine, c'est extrêmement commun, y compris là où on n'imaginerait pas. Je dis déjà, il y en a dans les champignons, puis il y en a dans les colamboles, dans la terre, partout. Hein, donc c'est quelque chose d'extrêmement commun. Et puis l'imipédème, dont je vous ai dit, c'est sécrété, y compris par une bactérie qu'on connaît très bien. C'était une bactérie qui était commune, en particulier dans les infections hospitalières, qui s'appelle Serratia. Là, Serratia, il y a des Serratia qui sécrètent ça, de l'imipédème. Et donc, l'imipédème et la bêta-lactamase qui va avec l'imipédème, c'est-à-dire ce qui inhibe la bêta. Ensuite, ce qu'on utilise beaucoup, c'est la colimycine, d'accord? Et puis, les aminoglycosides, les quinolones, qui sont des antibiotiques qui inhibent sont pas ça ne vient pas des microbes, c'est des produits d'origine chimique, développés de plus en plus sophistiqués d'origine chimique. C'est des antibiotiques qui inhibent une enzyme clé de l'organisation de l'ADN, mais qui ont une capacité à sélectionner des mutants qui est considérable. La résistance est là, c'est une des rares, voire la seule résistance qui soit directement corrélée à l'utilisation. Donc il faut être avare de ces médicaments. Et il y a énormément de résistance à ça parce que ça a été incroyablement utilisé dans les infections urinaires. Les infections urinaires, c'est très fréquent. Quand vous traitez une infection urinaire, en réalité, c'est rare que vous stérilisiez l'urine, parce que dès que l'urine redevient acide, ça inhibe l'activité des quinolones. Donc il reste des bactéries qui ont été en contact avec les quinolones. Il y en a maintenant qui sont résistantes. Et donc la résistance aux quinolones est devenue un vrai problème, mais qui est directement lié à l'usage des quinolones. C'était des très bons médicaments, mais à réserver à des usages pour des maladies graves. Si on distribue ça comme des bonbons, c'est tout qui devient résistant. Hein. Et puis la vancomycine, qui est aussi un antibiotique naturel, qui est un antibiotique pour lequel il y a extrêmement peu de résistance. Le moment où il y a eu de la résistance à la vancomycine, c'est la faute des dindes. On a nourri pendant longtemps les dindes avec un antibiotique, mais le coup des vétérinaires pour dire que c'était pas eux qui faisaient la résistance aux antibiotiques, c'est d'utiliser des antibiotiques qui sont juste un peu différents, mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Donc on les bidouille un peu, ils ont la même activité, mais du coup, on peut les utiliser en vétérinaire, c'est pas les mêmes. Donc celui qui était l'antibiotique voisin de la vancomycine s'appelle l'avoparcine. Et cette avoparcine faisait prendre peut-être 30% de poids aux dindes. D'accord? On faisait grossir les dindes de manière... C'est des grosses dindes. Et donc, on a eu une émergence considérable de résistance, de bactéries résistantes à la vancomycine, et d'une manière très intéressante, en particulier d'entérocoques, qui donnent des infections urinaires. Et donc, vous donniez ça à la volaille, et ensuite, vous aviez des infections urinaires, et des infections avec... Mais en Europe, la résistance à la vancomycine était essentiellement une sélection des entérocoques d'origine aviaire. C'est-à-dire que chez les oiseaux, quand vous avez distribué de l'avoparcine par tonne, eh bien, les entérocoques, il y a des entérocoques
plus fréquents chez les oiseaux, qui ont commencé à se développer, et comme une partie, j'ai déjà expliqué, des infections qu'on a viennent des volailles, eh bien on a eu des entérocoques qui venaient des volailles. C'est pour ça que les entérocoques qui viennent des volailles, il y en a un qui s'appelle avium, avium ça veut dire oiseau en latin, gallinarum, ce qui veut dire poule, eh bien venaient des oiseaux et ça avait été sélectionné par la voparcine. Du moment où on a arrêté la voparcine chez les animaux, ces entérocoques ont quasiment disparu des infections humaines. Donc ce que nous avions qui était résistant à la vancomycine, c'était dû très directement, alors là c'était vraiment clair, sujet, verbe, complément, aux oiseaux traités par la voparcine dans les élevages. D'accord ? Donc il faut faire attention sur la source des antibiotiques. Donc ça a amené effectivement, plus on a utilisé de choses, plus on a été amené à avoir des résistances. Chez les animaux, la colimycine chez nous a été relativement peu utilisée chez les animaux. Mais elle a été utilisée d'une manière incroyable dans un certain nombre de pays. Par exemple, chez nous, c'est nous qui les fournissons. Nous, on exporte des kilos de colimycine en Algérie, par exemple. Moi, j'ai des collègues qui ont vu ça sur les marchés en Algérie. Marché, hein. On vend le kilo de colimycine sur le marché pour les poules, pour faire grossir les poules. Et les Chinois sont arrivés, alors maintenant ils le contrôlent, les Chinois sont arrivés dans les élevages massifs. C'est les Chinois, quand ils font les choses, ils ne font pas moitié le truc sur la taille de la population chinoise. Et donc, il y avait tellement de colimycine qu'on a fini par trouver de la colimycine dans l'eau des rivières. Tellement ça avait été utilisé dans l'élevage, encore une fois. Donc, c'est pas la colimycine qui a été utilisée dans la réanimation française ou américaine qui a fait la sélection de ça. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, il n'y avait pas de résistance à la colimycine. Et puis, est apparue une résistance à la colimycine, et mon collègue Jean-Marc Rollin a fini par mettre en évidence que cette résistance à la colimycine avait été acquise avec des bactéries de l'eau qui étaient naturellement résistantes à la colimycine. Et c'est elle, donc la résistance existait, mais elle n'était pas transférable. C'est-à-dire que les bactéries pouvaient être naturellement résistantes ou naturellement sensibles. Ce qui est particulier, ce qu'on on appelle la résistance, c'est la résistance acquise par des bactéries qui étaient normalement sensibles. Mais d'abord, je vous ai dit, naturellement sensibles, c'est ce qu'on croyait. Parfois, il y en avait qui étaient résistantes, mais comme ça ne leur servait à rien, on les détectait pas. Et puis, d'autre part, il y a du transfert de gènes, bien sûr. Il y a le plasmide, les bactériophages, tout ça peut transmettre des gènes. C'est pas fini, le génome des bactéries. C'est un génome qui est modulable par des gènes qui viennent de l'extérieur. Et donc, dans un certain nombre de cas, eh bien là, on a pu retracer l'origine de ces gènes et montrer que ces gènes venaient de bactéries qui vivaient dans l'eau et qui vivaient en partie dans l'eau et chez l'homme, comme les campylobactères, qui ont transféré ce gène de résistance à la colimycine au moment où il y a eu une pression de sélection absolument colossale de la colimycine dans l'élevage. Donc c'est probablement ce qui a permis de voir apparaître la résistance transférable à la colimycine. Avant, on savait qu'il y avait des bactéries qui étaient naturellement résistantes à la colimycine, mais le fait que cette résistance maintenant apparaisse dans des bactéries qui avant étaient sensibles a montré que c'était transféré.